Ça marche. J'ai pas de boots aux pieds, mais des bottes en caoutchouc. Pour aller à la pêche au moule, pour aller planter des choux. Je cultive aussi des poireaux et des patates nouvelles. J'élève des cochons, ça sent bon. Le matin à 6h, c'est ma séance de fitness. Il faut que je me froque en vitesse si je veux pas rater l'heure. Pour barater mon beurre et faire un tour sur mon tracteur. Étendre du purin, ça réveille bien. C'est la vie de campagne, pas la vie de château. Pas de bouteille de champagne, mais du chouchen à gogo. Sois le bienvenu en Bretagne, mais ne pollue pas nos flots. Et cherche pas la castagne, surtout si t'es parigot. Oh oh. Je suis pas Barbie à Malibu avec ses seins siliconés. Je suis Arlette de Pabu, à peine les oreilles recollées. Les Bretonnes sont toutes des bombes et ça c'est pas une nouveauté. Les Américaines peuvent se rhabiller. C'est le pays des canons, pas celui des cajots. Au royaume des artichauts, c'est pas la fin des haricots. Contrairement au vieux credo, on n'est pas tous des alcoolos. Et on a du soleil comme à Marseille, sauf que le nôtre il est plus haut. C'est la vie de campagne, pas la vie de château. Pas de bouteille de champagne, mais du chouchen à gogo. Sois le bienvenu en Bretagne, mais ne pollue pas nos flots. Et cherche pas la castagne, surtout si t'es parigot. Surtout si t'es parigot. Surtout si t'es parigot. Ah. Anne Merci. Laura, comment vas-tu? Ça va. Ça va bien. Un peu. Ça fait du bien, ça. La première fois que je t'ai vu, t'étais au piano. Ouais. Et la guitare, ça a toujours été ou c'est... Non, la guitare c'est un peu nouveau. Un peu nouveau. Tu es en studio en ce moment, tu prépares un album. Tu m'as dit qu'elle sera plutôt teintée de sons très celtiques. Pas très celtique, celtisante, on va dire, sur certains morceaux, quoi. Et un petit peu pop rock, enfin, un peu de tout. J'espère que tu reviendras nous en parler. Ah mais oui, Mais tu seras le premier à le recevoir. C'est vrai. Ça fait vraiment plaisir. Nous sommes au Cunningham, s'il vous plaît, encore. Eh, viens, mon ami, on est en live. Je demanderai forcément à mes invités de bien se laisser aller, puisque la programmation forcément quelque chose de bien pour celles et ceux qui vont nous suivre ce soir. On aura ceux qui vont se battre contre eux-mêmes, histoire de rallier Saint-Malo à Pointe-à-Pitre. C'est une grande première pour nous. Et pour quelques-uns d'entre eux, à l'image de Ditton qui va faire le Rhum pour la première fois, et bien d'autres encore, on aura l'occasion de faire le tour d'horizon de cette course mythique, histoire de réinstaller ce qui lie le Nord et le Sud. À l'heure où nous parlons du communautarisme, je t'en prie Vincent, tu peux y aller, sommes en direct. À l'heure où nous parlons du communautarisme et que tous les politiques s'enflamment à vouloir forcément séparer les hommes d'en haut et d'en bas, il y a ceux qui, au bord de leur bateau, vont unir le Nord et le Sud, histoire de mieux affirmer que pays du Nord au Sud n'en forment qu'un seul. C'est le Blabla Wilson, l'émission qui vous en donnera pour le temps vous allez lui consacrer avec un sommaire absolument détonnant côté musical, puisqu'on retrouvera Lamia Benchekchou et Gaël pour un son lyrique, suivra Yoda, vous avez eu l'occasion d'écouter à Paris, mais cette fois sur la scène avec une formation 100% acoustique, viendra l'écoute, un trio mandingue, Siméon, il est plus noir, il est différent, 8e album à son compteur, et bien sûr, plein de découvertes, dont un illustrateur de chez Court, histoire de mieux affirmer qu'on sera à Quai des Bulles.
C'est le Blabla Wilson, l'émission, je vous le dis tout le temps, qui vous en donnera pour le temps. Vous allez lui consacrer. Alain, si tu as le générique, tiens-le-moi prêt, puisque Pierre Bougic est à mes côtés et Jean Morel aussi. Je vous en prie, venez ici. Allez, on est dans le bain du sujet. 8e édition de la Route du Rhum, avec à la barre une nouvelle direction qui l'organise, évidemment, Penduic. C'est ça? C'est ça, oui, c'est vrai. On a repris la course qu'on a rachetée il y a quelques années, il y a 2 ans. Et maintenant, c'est vrai que c'est Pierre Bougic qui est aux manettes. Il a l'expérience, puisque ça fait 20 ans qu'il organise des courses. Donc, je crois qu'on peut lui faire confiance. On peut forcément bien lui faire confiance, puisque pour peu j'ai vu de lui depuis quelques jours sur la côte Malouine, c'est quelque chose de très 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 bien organisé. L'idée de reprendre la Route du Rhum, c'est d'en faire quoi cette année? C'est d'en faire ce que ça a toujours été, c'est-à-dire c'est la plus grande, la plus belle des courses océaniques. Donc Penduic, qui a maintenant une expérience, essaie d'apporter l'expérience, c'est-à-dire quelques petits aménagements. On a voulu s'inscrire d'emblée dans l'esprit d'origine, c'est-à-dire un seul départ, le parcours d'origine en contournant la Guadeloupe sur l'arrivée, et puis après c'est la magie du rhum. La magie du rhum, vous en avez bu un peu du rhum? Oui, pas un peu, beaucoup. Alain, balance-moi le générique et on retrouve le tableau du blabla. Oui, forcément, c'est le Blabla Wilson. Vous avez eu tout à l'heure en introduction Pierre Bougic et messieurs Jean Morel, respectivement directeur de la course et directeur général. On a pu comprendre tout à l'heure avec Pierre l'importance évidemment de l'organisation. Revenons un peu à la course. On sait que Jean Morel fut aussi en son temps un grand skipper. Est-ce que ça joue dans le tracé et dans la mise en place d'une course aussi mystique? Dans le tracé un petit peu, parce que c'est vrai que moi j'ai fait le parcours de cette édition, c'est-à-dire un seul départ, le Tour de la Guadeloupe. Et moi ça m'avait plu, je l'ai fait 4 fois et ça me plaisait, donc on a refait la même chose. Après ce qui compte, c'est de connaître les marins, de connaître leurs problèmes, de pouvoir les régler lorsqu'ils en ont. Donc c'est vrai que je me sens à l'aise, j'ai pas de regrets aujourd'hui, ça me plaît d'être à cette place. Et ça me plaît de croiser mes copains skippers et de les voir préparer leur bateau, en profiter un peu. Donc, profiter un petit peu. Nous savons que le record, il est loin d'être atteint pour l'instant, mais revenons à 2002 avec 13 jours et quelques heures pour de Joyeux et quelques minutes plus tard ou à peine une poussée de minutes plus tard pour Hélène MacArthur. Et l'idée d'installer un départ le même jour, à la même heure pour tout le monde, est-ce qu'elle ne vient pas de cette confusion qu'on fait généralement sur la ligne d'arrivée avec les partants de la veille ou du lendemain? Ah bah si, c'est vrai que clairement, la dernière fois, c'était compliqué, parce que Hélène arrive la première sur la ligne. En plus, c'est une femme, donc elle a évidemment les honneurs de la ligne. Et puis Michel Desjoyaux arrive en ayant fait un temps de parcours plus court. Il arrive 2e sur la ligne. Et on ne sait plus qui a gagné. Donc pour moi, c'est Michel Desjoyaux qui a gagné la Route du Rhum. Oui, mais à l'image aussi de Francky Vescoffier sur une autre course aussi forte, puisqu'il était premier à Bahia, hein, ça faut quand même le reconnaître. Et on avance toujours sur l'histoire du départ. Mais pour en revenir, on en parlera tout à l'heure avec eux. Pour en revenir, est-ce que le choix du départ
même jour, même heure pour tout le monde, elle ne vient pas surtout de celle-là. Non, parce que ce choix-là, c'est vrai qu'il permet que ça soit plus simple à comprendre, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, on a 74 bateaux, des petits, des gros, et que tout le monde a le droit d'avoir la même exposition médiatique. Dimanche, le départ sera en direct, et on veut qu'un petit monocoque de 12 mètres, comme un grand petit coque de 18 mètres, profite du direct, essaye de se mettre en avant. Nous, on leur a fait payer une inscription, c'est symbolique, mais c'est quand même ça. Et donc, il n'y a pas de raison de privilégier les uns plus que les autres. En plus, les petits bateaux mettront plus de temps. Ils auront peut-être moins les honneurs de la presse. Donc, au moins dimanche, ça sera tout le monde logé à la même enseigne. Tout le monde logé à la même enseigne, c'est quelque chose de bien. Mais est-ce que, dans l'organisation, vous n'avez pas pensé à un show télé plutôt qu'un départ moins bordélique? Alors là, on va être fâchés. Moi, je vais me lever, je vais partir. Pour moi, c'est pas bordélique. C'est organisé avec d'abord les moyens de l'État. Là, je suis sérieux. En plus, c'est que les moyens qu'on a cherché à mettre en place. Et c'est un départ qui est, au contraire, organisé. La ligne de départ est très grande et tout. Et on n'est pas là du tout pour faire le show. Le show, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de médias qui vont suivre le départ et qui vont suivre la course. Maintenant, non. On a fait un briefing sécurité ce matin très sérieux. On essaie de mettre toutes les choses de côté pour que tout se passe bien. C'est un spectacle, la voile, mais c'est aussi une vraie course, une vraie compétition. Et voilà, si on continue dans ce sens-là, on va être fâchés. D'accord. Pierre, c'est pas que je le crains, mais tu es sur le plateau du web là et les questions qui dérangent, il va y en avoir. Le budget cette année a été rehaussé par rapport à l'organisation de Promovoile? Non, le budget n'a pas été... Enfin, ça dépend ce qu'on parle. On parle de budget. Moi, je ne connais pas le budget de l'édition précédente. Nous, on a eu la chance d'avoir un partenaire qui est la Banque Postale, qui nous a permis de reprendre cette course. Il faut se souvenir que cette course, pour l'édition précédente, a été déficitaire. C'est-à-dire que le bilan financier a été déficitaire de plus d'1 million d'euros. Donc, nous, on essaie de contenir le budget. Vous savez que dans ce sport, un des gros avantages, c'est qu'il n'y a pas énormément d'argent. Donc, le vainqueur de la course gagne combien? 50 000 euros. 50 000 euros. Ce qui n'est pas grand-chose, parce que quand vous vous rendez compte le niveau de ces sportifs par rapport à d'autres sportifs dans le football et dans d'autres sports, c'est pas grand-chose compte tenu des risques qu'ils prennent et de l'exposition médiatique qu'ils ont. C'est un sport qui est très préservé et dont les valeurs font son succès. Donc tant qu'il n'y aura pas trop d'argent, pour eux c'est embêtant. Tout à l'heure je parlais un peu dans l'éditorial du communautarisme installé un peu partout et l'envie de rallier le sud et le nord, elle fait pas partie aussi de l'esprit de cette course. Non, l'esprit de cette course c'est clairement l'idée d'origine, c'est-à-dire c'est la route du Rhum. Donc l'idée c'est de partir, comme l'a dit formidablement Loïc Perron, partir en hiver d'un endroit magique qui est Saint-Malo pour se retrouver en été en Guadeloupe 14 ou 15 jours après. Donc l'idée elle est là, elle est belle et vous voyez sa magie opère puisqu'on en est à la 8e édition. On se souvient que ça a commencé en 78 et aujourd'hui ça continue à progresser. Il n'y a pas beaucoup d'événements sportifs en dehors des grands événements comme les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de football, qui ont une telle durée de vie. On parle d'une 8e édition, mais la crainte de ne pas voir le Rhum à Saint-Malo dans 4 ans, vrai ou faux? Écoutez, aujourd'hui on est vrai là. Ou faux? Totalement faux. Totalement faux. Totalement le faux. Blabla Wilson, c'est des gens confirmés et adulés dans ce qu'ils font, qui viennent porter forcément une attention sur celles et ceux qui vont le devenir, à l'image de Lamia, chanteuse lyrique de son état, et au piano c'est Gaëlle. La scène est à vous. Et à suivre tout de suite après, de Joyaux, Franck-Yves Escoffier. Lamia Ben Chekchou. Non,
Lamia Ben Sheikh Chou. C'est la seconde fois qu'on vous a dans cette émission et on a tenu à vous avoir à nouveau pour la simple et unique raison que le talent est assez haut. Dis-moi, qu'est-ce que t'en penses, Franck? Sur ton bateau, tu vas écouter quoi pendant tout ton... J'écoute rien, j'écoute le bateau uniquement, mais c'est vrai que c'est très joli à entendre. Bravo. Francky Escoffier. Michel, t'as de la musique à bord? On n'écoute que le chant des sirènes, nous. On est des puristes. Ils sont pareils. Et quand on est en mer, quand on est à terre, on apprécie. Ok. Côté boulot, vous ne travaillez pas souvent ensemble, hein? Un petit peu quand même. Dans le micro, c'est quand même meilleur. Un petit peu quand même. Un petit peu. La rencontre de la pianiste et de la chanteuse Rick s'est opérée comment? C'est avec ma prof, Madame Dubois-Guyot, qui m'a conseillé, Gaëlle, qui effectivement est comment dire, elle est au conservatoire. Je vais la laisser parler de ce qu'elle fait. Elle est prof au conservatoire, pour ce que j'en sais. Je suis accompagnatrice en fait. Okay. Donc finalement c'est ça mon métier, c'est d'accompagner les gens qui jouent et ceux qui chantent. Et voilà, quand Lamia m'a contacté, on a essayé et puis de mettre un truc en place et ça fonctionne bien. À l'inverse de Michel Dejoyaux et Francky qui vont tout seuls et sans accompagnateur. Mais en tout cas, merci. Est-ce que l'actu pourrait nous pousser à vous écouter quelque part prochainement? Vous avez une scène commune ensemble prochainement? Commune, non. Non. Chez toi, peut-être, une autre fois. Une autre fois. Mais ça serait avec plaisir, mais ça serait cette fois-ci à Paris. Merci encore. Lamia Ben Sheikh Chou, s'il vous plaît. Pour revenir un petit peu dans le vif du sujet, puisqu'on parle de la route du Rhum, nous avons les premiers, respectivement, dans leur catégorie. Franck-Yves Escoffier, s'il vous plaît. Et Michel Dejoyaux. Franck-Yves, elle parlait tout à l'heure qu'elle était accompagnatrice et ça va être nouveau pour vous puisque vous aurez, durant toute cette course cette année, un routeur, ce qui n'était pas le cas il y a 4 ans. Si, c'est pas nouveau. On a le droit d'être routé depuis la première édition de la Route du Rhum. Alors pour moi, ça va être la 3e, mais j'ai été routé en 98 et en 2002 par Jean-Yves Bernot. C'est quelqu'un que je connais maintenant depuis longtemps, vu qu'il était malouin et qu'on avait fait le triangle atlantique l'ensemble dans les années 75. Et quelle est la part de cet accompagnateur lointain? Ça ne les intéresse pas. Hein J'ai l'impression que ça les intéresse pas. Si, faudrait chanter comme la dame. Non, pas du tout. Ils écoutent bien. Quelle est la part de ce conseil lointain dans la victoire de Franck-Yves? Quelle est la part de quelle part il a dans la victoire? Très importante. On a l'autorisation d'être routé. Donc à partir du moment où vous avez les moyens de le faire, j'estime qu'il faut le faire. Parce qu'on a des bateaux, à la limite, surtout le nouveau Crêpoiou, où il est préférable de s'occuper de la marge du bateau, du réglage du bateau, de pouvoir se reposer quand c'est possible, et pourtant c'est pas souvent possible. Et puis ma foi, Jean-Yves Bernot est quelqu'un de très performant. Moi, c'est très certainement ma lacune, vu que j'ai jamais fait vraiment de routage. Je suis marin-pêcheur de profession. Donc j'apprends, je m'améliore, mais je ne suis pas encore au top. Et puis on n'a pas, bien sûr, un standard B sur ce bateau-là pour pouvoir récupérer éventuellement des images satellites et pour pouvoir faire un routage vraiment précis. Donc à partir du moment où j'ai l'autorisation de le faire, je fais entièrement confiance à Jean-Yves. C'est quelque chose de bien. Tu as un nouveau bateau, mais tu restes aussi dans la même catégorie. Tu aurais pu faire le saut et passer dans la catégorie un peu plus lourde. Je l'ai proposé à mon sponsor après le Rhum 2002. Je leur ai proposé d'aller sur le Vendée Globe. C'est quelque chose qui m'aurait bien plu. Je suis marin avant toute chose. Et ils n'étaient pas prêts à y aller. Donc j'ai quand même mis 16 ans à trouver un partenaire unique. Donc j'ai pas craché, enfin j'ai pas fait la bégueule. Et puis j'ai continué avec eux. Je ne me voyais pas repartir à trouver un nouveau partenaire. Donc j'avais un projet de 50 pieds, un projet de plusieurs 50 pieds d'ailleurs. C'était une façon de lancer la classe. Et puis on en a déjà fait un, c'est pas si mal. Et ça me permet quand même de naviguer. Naviguer. On sait qu'en pointe de mire, même si tu ne l'avoues pas, il y a ce grand monsieur aussi à côté, Michel Dejoyaux, bonsoir. Bonsoir.
Mais je l'ai toujours avoué. Hein. C'est un grand bonhomme, hein, je l'ai toujours dit. Ancien vainqueur du Rhum, l'idée d'avoir tous les bateaux sur la même ligne de départ, il ne l'avoue pas, mais je crois qu'elle vient aussi de cette petite frustration de qui a passé le premier la ligne à la dernière édition. Non, moi ça me pose aucun problème. Je pense que c'est pas pour ça que les organisateurs ont décidé de ramener les 2 départs le même jour. Je crois qu'on a un sport qui est déjà un petit peu compliqué à expliquer. Donc si en plus on part pas en même temps et que derrière on n'arrive pas en même temps, c'est un peu le bazar. Donc là on part tous ensemble. Le spectacle va être plus grandiose encore. Et maintenant à nous marins d'être raisonnables pour ne pas gâcher ce spectacle en faisant un abordage. Mais bon, maintenant, ce sont des choses qui peuvent arriver sur la ligne de départ et on se débrouillera pour que ça n'arrive pas. Franck-Yves, t'appréhendes pas le départ aussi tout le monde logé à la même enseigne Tout le monde va l'appréhender, c'est comme vient de dire Michel. Je veux dire que c'est tout à fait logique de se retrouver à 75 et d'avoir une légère appréhension. Ils sont bruyants. Hein. Ouais, mais on est dans un café. Hein. Oui, j'avais pas remarqué, parce que j'ai rien à voir, c'est pour ça. Mais par contre, on va être prudent, c'est évident. On a vu des courses du Figaro, des départs de Figaro, où 2 bateaux se rentraient dedans avant la procédure. Et je pense que c'est pas trop sur la procédure. Ça va être l'heure avant la procédure, lorsqu'on va relier la ligne de départ, où il va falloir être très prudent, parce qu'à ce moment-là, on n'est pas encore dans le stress du départ, dans la tension du départ. Et c'est pour ça qu'on risque de rester avec 2 ou 3 assistants par bateau pour pouvoir rester sous le vent, au vent du bateau, dans l'étrave du bateau, pour pouvoir nous prévenir éventuellement d'un abordage. La vigilance, oui. Est-ce qu'il y a un débriefing au niveau, ne serait-ce que du corps d'organisation avec vous pour le suivi et le vécu des marins à bord? Ou vous vous débrouillez tout seul? Comment ça se passe tout le long? En fait, l'essentiel de la flotte va être sorti du bassin Vauban la veille au soir et réparti sur les mouillages là dans la rivière. Et en fait, à partir du moment où on est amarré sur les coffres le samedi soir, le dimanche matin, on sort comme on veut, dans l'ordre qu'on veut et à l'heure que l'on veut. On sait qu'il y a un départ à 13h02 et vous êtes voilà. Et chacun se débrouille et on est des grands garçons. Sur la ligne de départ, vous vous regardez comme des concurrents ou comme le concurrent à battre, ou c'est toujours des clins d'œil amicaux comme vous le faites depuis tout à l'heure? Lui, l'avantage de Franck-Yves, c'est qu'il a un bateau rouge, donc on le voit de loin, donc on peut s'écarter. Ouais, mais ils sont sympas avec moi parce qu'on leur donne des crêpes sur le départ. Donc ils ne peuvent pas être méchants. Un clin d'œil aussi, je sais que dans la même catégorie, il y a ton fils. C'est une grande première pour toi. L'un de mes fils, pas Kevin, hein, le second Loïc. Ouais, c'est bien, c'est sympa. Hein. Il reprend l'ancien Crêpoiou et il va courir. Donc il a arrêté la pêche là pour 2 mois pour pouvoir participer à la route du Rhum. C'est un réel plaisir. Mais quand on a un monsieur comme Michel Dejoyaux en pointe de mire, qu'on est sur un bateau qui est entièrement conçu pour gagner le Rhum cette année, puisque je t'avoue que ton bateau va pour les défier dans leur catégorie, ça serait le cas. Non, soyons réalistes. Les gens m'en parlent parce qu'il y a eu la Jacques Vabre il y a 1 an. On n'avait pas fait tout à fait le même parcours. Il y avait eu énormément de vent. Il y a 4 ans, c'est vrai qu'il aurait pu se passer beaucoup de choses avec mon ancien bateau. Malheureusement, je suis tombé en panne de pilote. Mais ils étaient quand même partis 24 heures après. Donc, j'estime qu'avec en dessous de 40 nœuds de vent, c'est des bateaux qui restent beaucoup plus rapides, c'est-à-dire qui marchent au moins à 4 nœuds, à toutes les allures, plus vite. Après, c'est vrai que sur certaines allures, avec certaines conditions de temps, je pourrais peut-être rivaliser. Mais je vous rassure tout de suite, Crêpoiou ne gagnera pas le Rhum au scratch. On peut faire une performance, on peut s'intercaler, mais le gagner au scratch, c'est pas possible. À quel moment on parlerait de régate et on parlerait de course pure? Les régatiers en début de course ou en pleine mer? Je comprends pas ta question. Alors, il n'y a plus beaucoup de différence entre la régate et la course. C'est juste une notion de distance. On considère qu'une régate, c'est plus un truc de la journée et une course, c'est quelque chose qui s'en va. Mais maintenant, dans la mentalité des coureurs, c'est la même chose. On ne fait plus vraiment la différence. On peut régater au milieu de l'Atlantique et prendre le départ d'une course juste là, devant Saint-Malo. À quoi pensez-vous quand vous êtes en pleine mer? Non, quand on est en pleine mer, on pense déjà à faire fonctionner son bateau quand on est en régate.
Et il y a du boulot à ce niveau-là. C'est être vigilant pour ne pas que le matériel s'use prématurément. C'est plein de petites choses. C'est être à l'écoute du bateau, c'est avoir l'oreille mécanique. Et on voit très bien la différence entre des marins qui cassent fréquemment et d'autres qui ne cassent jamais. Certains qui n'arrivent jamais et d'autres qui arrivent régulièrement. C'est parce que certains ont l'oreille mécanique. C'est comme celui qui est dans une voiture et qui ne casse jamais, voiture de compétition. Donc il faut être vigilant. C'est pour ça que la musique, même si on l'allume de temps en temps, on l'éteint très rapidement. Un bateau travaille, il vit, il faut bien le sentir. Et si vous avez la musique à fond, vous ne pouvez pas entendre certaines choses qui sont éventuellement des points d'usure. Et Michel pourra vous en parler, parce que sur un Vendée Globe, c'est encore pire, parce que vous ne partez pas pour 12 ou 13 jours, vous partez pour 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Donc là, faut être encore beaucoup plus vigilant sur le matériel qui s'use. C'est un réel plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau et surtout venir témoigner de cette course mythique est la route du Rhum. La musique, vous en aurez pas, vous avez le chant des sirènes, mais nous ici, nous avons un groupe, c'est la tradition de cette émission, inviter à chaque édition un groupe européen. Et ce soir, c'est Yoda qui nous arrive du Portugal et qui sont... Olá, pessoal. et qui sont sur le plateau du Blabla. Yoda, s'il vous plaît. À suivre tout de suite, Loïc Perron, Armel Lecléache. 2 petites secondes. Il y a une petite nouveauté dans cette émission. Vous allez aller du côté du bar, déposer vos empreintes. La main que vous allez le plus utiliser, on voudrait évidemment l'éterniser ici ce soir. Franck-Yves, merci, allez-y, ils vous attendent au bar. Merci encore, j'allais oublier. Merci Franck-Yves, merci Michel. À suivre, Loïc Perron, Armel Lecléache, et tout de suite sur la scène du Blabla, Yoda. Comment vas-tu Manu? Ça va bien Wilson, ça va. Vas-y, la scène est à toi. Je suis, le gène me trahit, l'âme du guerrier lassé repose en paix, banni de ma philosophie, ce qui était aucun mais sera, noir, blanc, jamais gris, mon entité sous mes identités si docile, existence est marquée d'un hit. Tu se flou, tout m'excite, sujet diffuse, voir si je maîtrise l'élément du moral éthique de nos faiblesses. Je tire sans cesse en quête division du monde. Ce que je cherche, le restera en fait le réveil. J'annonce j'annonçais o que faz que eu sou. Deixai-me em paz, não quero ver o sol amanhecer. Já não sei o que faz que eu sou. Étrange, mes pensées me dérangent, contradiction, maîtresse d'émotion, réactive ma déraison, ma solitude nourrie d'incertitude, ma peur me bouscule, néo-cubique, agit l'esprit synthétique, être est toujours pareil. Nouveauté obsolète, réalité, asile en vérité, si facile. J'annonçais o que faz que eu sou. Deixai-me em paz, não
Já não sei o que faz que eu sou. Já não sei. Já não sei o que faz que eu sou. Deixa-me em paz, não quero ver o sol amanhecer. Já não sei o que faz que eu sou. Guioda. Muito obrigado. Spasiba, Tavares. On parle évidemment de l'incroyable consonance portugaise, mais il y a une particularité évidemment à cette formation, c'est que vous résidez à Rennes. Ben oui, vu que mes alcooliques sont natifs du coin, et puis moi aussi d'ailleurs. Je suis portugais de par mes origines, mais on est bien ici en Bretagne, la région rennaise, tout ça, la côte, Saint-Malo, c'est chez nous quoi. Ouais, c'est chez toi. Ouais. Et cette envie de chanter en portugais, ça vient d'où? Il fut un temps, non, c'était un cheminement naturel. Au tout début, je chantais qu'en français, mais je crois que c'était une volonté de tout le groupe d'apporter cette particularité, cette originalité, pour nous débarquer quoi. Tes amis, on a Mika, Gaëtan à la seconde guitare. Qui compose, qui signe les lyrics, comment ça se passe? Je fais tout seul. Non, on part sur certaines idées, ça peut venir de chacun, mais j'aime bien apporter le gros du matos quoi. Mais sinon c'est un travail de groupe. Restez en place et on accueille Armel Lecléache. Je commence par le plus jeune. Bonsoir. C'est pas la première fois qu'on se rencontre, c'est d'autant plus intéressant que la première rencontre qu'il y a eu évidemment autour du blabla. Loïc Perron. À côté, je vous en prie. Loïc Perron. Merci. Oui, il y en a deux qui suivent. Était aussi de la fête sur ce même plateau. C'était le Tour de Bretagne, évidemment, à la voile. Et c'était un tour d'horizon de celles et ceux qui naviguaient à cette époque. Et au milieu, je vous en prie, Marc Guillemot, s'il vous plaît. Et juste avant d'arriver avec les partants, je parlerai du restant. Le restant. Ouais. Loïc. C'est l'ivraie, tu sais, il y a le bon grain et le restant. Pour être un petit peu plus sérieux, tu faisais partie de ceux qui ont connu la casse. Qui ont connu la casse. Ah, je pensais la Grèce. On n'entend pas grand-chose. La casse, oui, l'année dernière, enfin il y a 4 ans. En 2002. Oui, oui. Comment ça s'est passé? Mais il n'y a pas que ça. Non, mais quand tu parles de restant, je suis ravi, vraiment ravi de voir partir des amis sur des engins à 2, 3 ou une seule coque. Je vais pas faire ancien combattant, mais moi, ma première route du Rhum, c'était en 82, tu vois. Donc, j'étais presque pas né. Et donc, c'est très bien de voir partir des gars de temps en temps. Voilà. Que devient ton bateau? Lequel? Celui qui a coulé, justement, il y a 4 ans? Lui, il est visible à marée basse, en pièces détachées, au large du Portugal. Pour le mec qui est copain avec une paire de bottes, il peut y aller. Mais enfin, ça fait longtemps qu'on a ramassé les morceaux. T'as un nouveau bateau? Alors, nouveau, non. Moi, j'ai une nouvelle fonction, si tu veux, depuis quelques temps. Je m'occupe d'une équipe, du team Gitana, qui est une équipe privée, qui est un petit peu quelque chose de rare en France, mais assez courant partout à l'étranger, qui appartient au baron de Rothschild, Benjamin de Rothschild, qui est un passionné de bateaux depuis toujours, de père en fils. Et j'ai la chance de m'occuper de cette équipe qui offre, pour le coup, 2 navires ici,
le Gitana 11 et le Gitana 12 qui sont skippés respectivement par Lionel Lemonchois et Thierry Dupré-Duvorsan. Tabarly, qui est le créateur de Penduic et la société qui organise aujourd'hui le Rhum porte évidemment son nom, le nom de Penduic forcément, disait un truc qui était énorme. Il disait que prendre le départ d'une course en pensant ne pas être le premier à l'arrivée, et c'est-à-dire c'est comme parti baisser les bras, c'est pas quelque chose qui est dit d'un sportif. Avec des monocoques, avez-vous une chance de gagner? Bah, c'est vrai que nous on part sur des monocoques comme Marco. On n'a pas forcément les bateaux les plus rapides par rapport au trimaran 60 pieds. Maintenant on court pas dans la même classe, dans la même catégorie. Donc moi j'ai l'objectif déjà d'arriver au bout de ma première route du Rhum. Je pars cette année pour la première transat en solitaire, ma première route du Rhum. Donc je vais essayer d'abord d'apprendre énormément de choses et puis après le côté sportif, le côté premier à Pointe-à-Pitre, je pense que ce sera plus pour les trimarans 60 pieds. Marc, oui. Que penses-tu de cette pensée de Tabarly? As-tu une chance d'être le premier dans cette course? Bah, je crois que tout le monde a sa chance, autrement on ne partirait pas. Aujourd'hui, je crois en ce qui nous concerne, Armel et moi, on part sur des monocoques, donc il ne faut pas tout mélanger. En monocoque, il y a des bateaux récents, des bateaux moins récents. C'est notre cas, entre Armel et moi, on a des bateaux un peu plus anciens, mais mon bateau, Safran, c'est le bateau avec lequel a gagné la route du Rhum monocoque en 2002 avec Hélène MacArthur. Donc c'est un bon bateau. Depuis, il y a eu d'autres générations, mais en tout cas, il y a de quoi se battre. Et mon défi cette année, c'est au moins d'arriver avant Armel. Mais bon, ça va pas être facile parce que c'est quelqu'un d'excellent. Et puis d'essayer d'améliorer le temps qu'avait fait Hélène en 2002, c'est-à-dire de 13 jours et 8 heures, il me semble, qui était un superbe temps. Et quelques heures. Et puis Michel qui est arrivé une heure, je crois, avant elle, si on compte le nombre de temps. Les conditions météorologiques peuvent favoriser évidemment les monocoques, on le sait. La preuve, Hélène est arrivée à dépasser bon nombre de multicoques et est arrivée à franchir la ligne d'arrivée, ce qui n'était pas le cas des multicoques. Non, il ne faut pas tout mélanger. Hein. Ouais, excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. En partant 24 heures à l'avance, c'est normal qu'il y ait eu un petit décalage. Il faut arrêter de parler de ça. C'est dans d'autres sports mécaniques un peu plus compréhensibles, comme le Paris-Dakar, il y a des motos, des camions et des voitures. Donc tout le monde part en même temps de Paris, tout va bien et on est tous contents, plutôt qu'il y ait un décalage de fiesta, même si quand on reste à terre, c'est plus difficile à supporter de faire la fête pendant plusieurs jours, mais sur l'eau, c'est pas plus mal que tout le monde parte en même temps, ce sera mieux. C'est ce qui se faisait pendant des années. Il y a eu une évolution des choses qui a fait qu'il y avait des départs décalés entre monocoque et multicoque, et puis on revient à une chose tout à fait normale. Mais après, évidemment que dans chacune des catégories, en moto, en camion et en voiture, il y a des vainqueurs, c'est évident. Après, il y a un premier bateau qui arrive de l'autre côté, c'est normalement en multicoque, c'est vrai, sauf il y a 4 ans, parce que les conditions météo étaient telles, d'une part, et l'avance des monocoques était telle aussi avec 24 heures d'avance qu'il y a eu un petit décalage. Et c'est vrai que ça fout la merde, en gros. C'est pas plus mal, tout le monde sur la même ligne, et puis chacun sait exactement là où il est. La préparation d'Armel Lecléache s'est opérée comment? C'est duré tout au long de l'année avec Britair. Moi j'ai fait pas mal de Figaro d'abord, avant d'arriver sur la route du Rhum. Donc d'abord une transat en double au mois d'avril, une solitaire du Figaro au mois d'août, et puis depuis beaucoup de préparation sur le monocoque. Donc j'estime maintenant être prêt. Le bateau, c'est un bateau qui a été fiabilisé depuis longtemps. Il a fait notamment 2 Vendée Globe, avec notamment le dernier avec Sébastien Josse, qui avait terminé 5e. Donc moi je pars, comme disait Marco, avec un bateau peut-être un petit peu plus ancien que les autres, peut-être un peu moins rapide, mais un bateau qui est fiable. Et donc c'est vrai que là il y a pas mal de bateaux récents dans la catégorie des 60 pieds monocoques. Donc ça peut être peut-être un atout pour nous d'avoir un bateau fiable et peut-être qui ira jusqu'au bout de la course à Pointe-à-Pitre. Comme le soulignait tout à l'heure Marc, le bateau avec lequel tu vas courir, c'est l'ancien bateau qui a évidemment mené Hélène MacArthur à ce que nous savons tous. Est-ce que prendre le départ avec un bateau qui porte déjà une performance n'est pas un peu handicapant, ne serait-ce que sur le moral de celui qui va... Oh, non, absolument pas. Je crois que si j'ai choisi de louer ce bateau cette année, parce qu'en fait, avec Safran, on construit un nouveau bateau qui sera prêt au printemps prochain. Si on a choisi de prendre ce bateau, c'est parce que le bateau était prêt et qui nous permettait de naviguer rapidement sans faire de chantier.
Maintenant, moi, je suis pas fétichiste. Hein, je crois que bon, c'est bien que le bateau ait une histoire, mais à la limite, je dirais Mais que ça a compté quand même. non, je dirais que je m'en fiche un peu. Ce qui m'importe, c'est de la façon dont je vais me battre pour cette prochaine route du Rhum. Le reste, je m'en fiche un peu. Complètement. Vous êtes des amis de piste, Armel et Marc? Bah, il se trouve que Armel a navigué sur mon bateau, sur mon multicoque il y a quelques années, donc on a quand même un petit peu navigué ensemble et c'est vrai que il fait partie des gens que j'apprécie dans ce milieu et je suis vraiment content qu'il soit là avec un nouveau partenaire pour être un de mes concurrents pour cette route du Rhum et puis surtout l'objectif essentiel pour nous deux c'est un nouveau bateau pour le prochain Vendée Globe. Donc on est amis mais ça va être la guerre sur l'eau. En tout cas, Loïc, tu restes en ma compagnie. Et Marc, Armel, je vous libère, mais sous un flow musical, toujours signé Yoda, s'il vous plaît, pour un second titre. Alors, ce morceau s'appelle Saudade. Et donc, on voudrait le jouer en spécial respect pour tous ces gens qui vont prendre la route. À tous ces marins. Resistência só. Como aguentar sem você ao meu lado? Não quero acordar abrindo os olhos, não ter o seu olhar. Lugar não há para ninguém. Eu bem queria que você não desaparecesse. Sinto no meu coração sentimento estranho de perdição. Quem podia me ter dito que esse nosso amor ia ser maldito? Mas eu não sei qual é a lei, quem deve dizer ou quem deve escolher. Mas eu não sei qual é a lei, quem deve dizer ou quem deve escolher. Dê-me sua mão.
Yo, da. Manu, raconte-moi, je sais qu'en ce moment tu es un petit peu indisposé et c'était... Faut pas le dire comme ça. T'es indisponible. Si, je suis disponible. C'est un petit peu difficile l'immobilité, quoi. Ouais. Concert, en vue, studio, album, raconte-nous l'actu de Yoda. Alors, dans les prochaines semaines, on va remettre en place le set acoustique. Vu qu'on se retrouve à 3 maintenant, on a remanié un petit peu l'essence du groupe. Enfin, on a essayé de retrouver un petit peu l'essence du groupe, pardon. Et donc, du fait de mon immobilité, de petits soucis de santé, on prend le temps de faire les choses. On va préparer notre album acoustique en freelance, vu qu'on va essayer de tout gérer. Maintenant qu'on s'est un petit peu libéré de toutes les chaînes qu'on avait. En travaillant uniquement en acoustique, tu crois pas que tu vas plutôt t'éloigner du son rock que tu avais? Non, c'est pas vrai. Je suis pas d'accord avec toi. Tu as raison. Non, puisqu'on va intégrer plusieurs ingrédients à notre set acoustique. De l'électricité, des machines, ce qu'on faisait déjà sur le côté rock électrique un petit peu costaud. Ça le fait. Yoda, s'il vous plaît. Merci, muito obrigado, Wilson. Le blabla, ce n'est pas que de la musique, c'est aussi de la peinture. Nous recevons Mathilde, je t'en prie. Et Slow. Il arrive. Installe-toi, je t'en prie. Loïc Pédron, Mathilde, peintre de son état. Bonsoir. Et Slow. Là, on aura, puisqu'à l'antenne, pour des raisons de prise de vue, les images de vos toiles défileront pendant qu'on discute. Donc, celles et ceux qui nous regardent, évidemment, voient le travail que vous effectuez. Vous évoluez tous les deux dans deux mondes presque différents. Pourtant, vous êtes tous les deux peintres. Mais ce qui vous unit, c'est cet amour de la mer. Ben oui. Oui. Ouais, mais plus fort dans le micro, Mathilde, sinon on n'entendrait pas. Peut-être. Quelle horreur. Et on commencera par Slow. Comment t'es venu à la peinture? Après la naissance, je crois. Il y a vraiment très longtemps. Et comment ça s'est passé? C'est plutôt la peinture qui est venue à moi. Je crois que c'est plutôt ça. Ouais, et cette influence très très feutrée, minimaliste, puisque tu en gardes aujourd'hui le mot, ne serait-ce que pour qualifier ton travail, cette finesse d'écriture, comment tu la travailles, comment tu t'inspires, comment tu vois le monde de la peinture? Alors au départ, c'est un mélange, c'est une technique que j'ai réussi à... On va dire un hasard, c'est un mélange d'acrylique et de nacre. Donc forcément, c'est un grain très très fin. À partir de là, on essaie de capturer des lumières et travailler dans une verticalité ou une horizontalité. Donc ce qui donne un effet très très plat, très très lissé. Et puis forcément, pour des marins comme Loïc Pédron, un voyage et une fenêtre sur un horizon en fait. Tu résides en ce moment à Londres? Oui. Enfin, mon atelier vient de s'ouvrir au Conquet là. Au Conquet? Ouais. Et le retour en France, Londres, ici, les galeries, comment tu te débrouilles, comment tu te déplaces, comment tu vis tout ça? Maintenant, on a Internet, donc en fait, je suis online pour la vente, pour les galeries. Quel site? Pardon? L'adresse du site? C'est slogutierrez.com. Donc on peut y aller. Il y a un site qui s'appelle londonart.co.uk. Et là, c'est un site de vente en ligne. Voilà. Où on retrouve tes toiles. Toutes les peintures et toute l'actualité sur les expositions, sur les événements passés et à venir. Je sais que pour le marin que tu es, vous ramenez des images plein la tête après une course, et c'est ces images qui vous motivent à retourner en mer. Est-ce que c'est l'image? Oui. Enfin, c'est l'image qu'on se fait de... Tu sais, le propre des marins, surtout en solitaire, en multicoque, c'est que ils ont intérêt à être amnésiques, un peu, ce qui est le propre du genre humain d'ailleurs. Et une amnésie ciblée qui permet d'oublier les mauvais moments ou les 1000 fois par transat où je me suis juré, en ce qui me concerne, de ne plus jamais refaire ça. Et puis j'ai fait ça pendant... Enfin, ça fait 20 ans que je fais ça. Et pourtant, tu y retournes. Exactement. Donc c'est
c'est vrai que l'image est importante, mais c'est pire que l'image, c'est un peu comme dans leur passion, c'est la page blanche. C'est ça ce qui motive. Il faut la remplir avec des plans de bateau, avec des cartes, avec pas mal de choses. Et la partie émergée de l'iceberg, celle que l'on voit, c'est celle-là. Mais en fait, la plus intéressante, c'est tout ce qui se passe avant. 15 jours de route du Rhum, ça veut dire qu'il y a eu des années, et sinon des mois en tout cas, au minimum de préparation et de détails, et de se faire téléporter au départ d'une route du Rhum sur un bateau, ça manquerait totalement d'intérêt. Et d'ailleurs d'efficacité. Ce qui est intéressant, c'est justement tout ce qui précède, et c'est exactement pareil dans la création à mon avis, parce qu'on crée nous aussi. Puisqu'on voit le boulot fini, à l'image de la trilogie de Mathilde que nous avons en ce moment à l'antenne. Oui. Une trilogie picturale, hein. Comment ça se compose, comment ça se prépare? C'est l'inconscient. Je travaille avec l'inconscient et donc j'ai envie de montrer mon inconscient sur la toile. Mais cet inconscient peut marquer aussi certaines personnes. Quand on regarde une toile, par exemple dans un musée, pourtant il y en a plein, mais on peut être marqué par une toile. Et donc c'est notre inconscient qui peut être touché par cette toile. Donc j'essaie de travailler en fonction de cet inconscient, de ses rêves. Et puis voilà quoi. Et ça le fait tranquillement tout seul, cet inconscient. Mais une trilogie picturale, comment ça se traduit dans la préparation? C'est un travail qui peut durer quelques mois au niveau de son cerveau, quoi. Je veux dire, je prépare, je travaille ça, mais ça peut durer 1 an. Ce tableau a été un travail d'1 année de préparation intellectuelle. Intellectuelle. Tu as une expo prochainement. Je sais que tu comptes exposer chez toi. Oui, chez moi. Raconte-moi, j'ai envie de savoir. J'expose par hasard, quoi. J'expose comme de temps en temps. Et toi, tu as un site en ligne, tu vends directement, tu attends une galerie, les performances se font comment? Non, pour l'instant, je suis vraiment dans mon atelier. Je travaille sur la nouvelle collection et je m'isole complètement. J'ai simplement besoin de musique et de lumière, en fait. J'ai pas besoin d'être humain, j'ai pas besoin de galeristes, j'ai besoin de personne pour l'instant. Et une fois que la collection sera visible, là, je passerai à l'acte. Elle sera exposée, pas qu'en ligne, mais je reviendrai dans la région en 2007 et 2008. 2007. Ce qui est marrant, c'est qu'il parle de collection. Oui. Et je crois qu'il a un passé enfin même toujours une activité vestimentaire. Complémentaire, vestimentaire. Et c'est assez intéressant de voir que le langage du styliste est encore là chez l'artiste peintre, en parlant de collection. C'est drôle ça. Mais c'est pas illogique du tout, c'est normal. Slow, t'as jeté un coup d'œil sur le travail de Mathilde tout à l'heure. Pardon? T'as jeté un petit coup d'œil sur le travail de Mathilde. Hein. Oui. Et que t'inspire son travail? Des choses que je ne connais pas du tout au niveau couleur. Ouais. Je vois pas très bien ces couleurs-là, donc pour moi, c'est de l'exotisme total en fait. C'est vraiment une autre ouverture. Une autre ouverture. Et Mathilde, que penses-tu du travail de Slow? Il est magnifique. C'est magnifique. Et puis le bleu, je connais. J'ai des tableaux aussi qui sont dans ces teintes. Et donc, j'aime bien. T'aimes bien. C'est quelque chose de bien. Vous avez le skipper qui est à côté. Quel intérêt et quel regard tu portes sur la création picturale un peu comme ils font Je ne vais pas dire que ça me rappelle le bureau, mais on passe notre temps à essayer de créer, pas d'un point de vue artistique seulement, quoique, dans les sports mécaniques, depuis longtemps, Dassault le disait sur des avions, mais beaucoup, on sait que les choses belles sont efficaces, en général. C'est vrai qu'on a rarement vu une voiture ou une fusée, un avion ou un hélicoptère. Quand c'est moche, ça ne marche pas. C'est pareil sur les bateaux. Il faut un certain sens de l'esthétique qui se rapproche beaucoup éventuellement de la manière dont on va l'utiliser, c'est vrai. Mais il y a une esthétique, il y a des manières de naviguer tout court qui sont plus ou moins esthétiques. Il y a des manières agréables pour un équipage ou pas. Et en général, ce qui est esthétique est efficace. Pas toujours. Il y a des choses très moches qui peuvent l'être aussi. Et on trouve dans l'art contemporain aussi des choses pas très belles. Mais enfin, c'est pas votre cas, je vous rassure. En ce qui me concerne, j'ai trouvé ça joli. Il t'est arrivé d'emmener avec toi un appareil photo pour immortaliser des images que tu aimerais tranquillement revoir à la maison? Oui, bien sûr, depuis toujours. Parce qu'on sait qu'on ne vit pas les choses 2 fois en général. Particulièrement les histoires en solo. Mais j'ai même initié un petit peu une tendance il y a une quinzaine d'années avec le premier Vendée Globe, le Tour du monde en solitaire.
en ramenant tout un journal de bord en images, en vidéo, avec des histoires de Philippe Poupon qui avait chaviré au Fatouin, qui avait fait un peu date sur le moment, mais on oublie vite. Une fois de plus, l'amnésie est un sport mondial, donc c'est logique. Mais bien sûr qu'il faut ramener des souvenirs, même si c'est seulement pour soi. Il faut justement, à mon avis, surtout pas précalculer l'éventuelle audience que ça peut donner, pour que ça garde un peu de fraîcheur. Seulement pour soi, et puis après, on peut le partager si c'est le cas, ce qui a été le cas d'ailleurs. Et pour les peintres, est-ce que vous avez envie un jour d'être à bord d'un catamaran pour immortaliser un moment, une image ça vous dirait pas d'aller en mer, voir ça de plus près? Oui, j'adore la mer, il n'y a pas de problème. Et j'ai le pied marin aussi. Si je devais immortaliser quelque chose, ça serait en fait faire une plongée en apnée, avoir un très bon rayon lumineux et regarder en fait la surface. Voilà, c'est juste ce regard-là vers la surface. Nous allons ensemble porter un regard sur une autre expression musicale emmenée par Booba et son trio, l'écoute. Ils sont sur le plateau du Blabla. La scène est à vous. L'écoute trio. Ce qu'on a filmé, ça a été, on va tout vous ranger là-bas, on va tout ranger. Ouais. Et il a pris 3 minutes d'image. J'ai vu que son écran, donc je peux pas faire. kumala namboma salia jonjon bato be kumala namboma salia salia nambo salia kora bato be kumala namboma salia jonjon bato be kumala namboma salia oh damo tenara sati tu
dunia tumaranke oh damo tenara sate Mano che lui a se sabaro cabaneta mi sabarita baba una baka yelele mi sabarita Cairo canale a jamaba mi sabarita Kumasi Anying dunia tumaranke Tumarangkaya panama kasisi Anying dunia tumaranke Oh damo tenara sate tu L'écoute trio. Avec Booba à la percussion. Présente-moi tes amis. Dans le micro, Booba, parce qu'on ne t'entend pas. Bonsoir tout le monde. Jaajëfate. Waaw, je vous présente le trio L'écoute. On est 3 musicos de Casamance et de la Bretagne. Je ne sais pas quoi vous raconter. En tout cas, on a passé un bon temps ici avec tout le monde. Et je vous présente Mathieu à la Cora. Mathieu. Et Booba aux percussions. Et Jérôme à la guitare basse. Et merci beaucoup tout le monde. Yes, jaajëfate. 2 secondes, restez en place. Il y a un truc que je trouve extraordinairement géant, c'est de voir un blanc avec de la kora et chanter en langue mandingue. Pour la plupart, c'est mandingue les chants. Oui, et comment t'es arrivé à la kora? Moi, je suis stupéfait. J'étais mauvais au foot, alors j'ai pris des cours de musique, oui, de percussion, et j'ai rencontré quelqu'un qui jouait de la kora. Et tout bêtement, j'ai commencé à prendre des cours. C'est banal comme... Non, c'est pas banal, c'est pas du tout banal, je te jure, je te l'assure. On passe près de 25 groupes par mois et c'est la première fois que je le vois et je suis agréablement surpris. Loïc, dis-moi, c'est la première fois que tu vois un blanc jouer de la kora? Ah oui, autant de haubans sur un mât, j'ai rarement vu. Mais non, c'est vrai que c'est impressionnant, oui. C'est bizarre d'ailleurs. Et de quoi tu parlais dans ta chanson? Alors, notamment, c'est une chanson qui parle de quelqu'un qui part à l'aventure et qui quitte sa femme et sa famille de son village pour partir à l'aventure. C'est comme ceux qui vont prendre la mer. Non. Ils reviennent.
Au contraire. Est-ce qu'il est revenu voir sa femme? Ça, je sais pas. Avec Jérôme à la basse, on pourrait écouter un second titre. Hein? On pourrait écouter un second titre. Je sais que c'était pas prévu, mais là, je l'impose. Solabaro, whatever iramume. Lana yamandi, asina yamandi, akuya sinalute, wale paningurute ma, padia keloti bana foyo malkilama, ala tala imike whatever ira. Sanola eminke Wate bana, wate bana, wate bana, buba te bana, wate bana, wate bana, wate bana, Jerome te bana, wate bana, wate bana, wate bana, kora te bana mume, wate bana. Wate bana, kumakan te bana, wate bana, wate bana. Akele nyoma lela, jali pola, akele nyoma, jali pola, akele nyoma lela, jali pola, akele nyoma na kuyate, ye, akele nyoma. Julabanna, sanu muntoro be julamimpe, julabanna, lulu muntoro be julamimpe, jurabarakaba, julabanna, sanu muntoro be julamimpe, julabanna, lulu muntoro be julamimpe, jurabarakaba, julabanna, todo forosano be julamimpe, julabanna, lulu muntoro be julamimpe, jurabarakaba, julabanna. Sanu montoro be julamimpe, jura barakaba.
kanunte lanaya kanunte yabe mova manimbo atigi be kanunte lanaya kanunte yabe mova manimbo dunia polota kanulela mona bebana kanulela Bene, ya, ya Casamance, ya la Bretagne, ya Ziguinchor, ya Bamako, ya Conakry, ya Gambia, ya Sénégal, ya Afrique, ya la Bretagne, ya la Bretagne, ya. L'écoute. Trio. Merci Bouba. Géronimo. À toi aussi, j'espère qu'on se reverra à Paris. Tu résides à Paris? Ah non, je réside à Rennes. T'es à Rennes? Oui. D'accord. Ben c'est bien. Et quand on viendra faire le spécial transmusical, on se reverra. Voilà. Ça le fait? Ouais. Et puis, continuez bien. Je suis assez impressionné. Je trouve ça génial. Merci Bouba. Tu me l'as dit et c'est vrai. Merci. L'écoute, trio s'il vous plaît encore. Huitième édition, à suivre tout de suite les Caporniers, évidemment de la Rance. C'est du chant marin. En attendant, retrouvons ceux qui vont prendre le large à travers, évidemment, Aurélia Ditton. Bonjour, bonsoir. I don't hear you. Bonsoir. Et Denis Douillet. Bonsoir. C'est déjà mieux. Dentiste de son état. Hélas. Qui court pour la couleur AOI. Qui est? Alors l'AOI, c'est une ONG humanitaire qui officie dans le domaine du dentaire au niveau du tiers-monde, surtout dans le sud-est asiatique. Et l'Afrique aussi un peu. C'est marrant parce que tu dois connaître Lamia Benchekchou qui a chanté tout à l'heure. Même pas parce que je cours pour un organisme humanitaire, mais j'ai jamais mis les pieds ni dans le sud-est asiatique, ni en Afrique. Donc c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Aurélia, tu es la petite anglaise de cette course, ô combien dure, et on sait que l'Angleterre a eu évidemment toutes les félicitations et encore plus à travers une autre grande de ce pays qui est Ellen MacArthur. Et comment tu prends le départ de cette course, sachant que tout le monde aura les yeux braqués sur toi parce que tu viens après une autre Anglaise qui a gagné quelque chose de grand? Pas de pression. Pas de pression. You think about that every time. Oui, mais je suis aussi une artiste. Et après le course, j'ai un prochain projet pour le bateau. Lequel? La destination en un musée en États-Unis, comme une sculpture. Et comment tu as préparé? How do you prepare? Pour ce course, ouais. C'est difficile quand on a acheté un bateau 4 semaines avant le course commence. Il y a 4 semaines, oui. Tu as acheté ton bateau. C'est vrai. C'est pour ça, cet après-midi, tu étais encore en train de t'entraîner. You were training this afternoon? Ah oui. You trained today. Le bateau entrait le bassin en ce moment. En ce moment. Oui. Et tu travailles avec Rod? Avec Rod. 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 C'est un monsieur qui travaille avec toi. Qui est Rod? C'est pas ton skipper, non? Il n'y a pas de Rod? Il s'appelle comment, celui qui fait rentrer le bateau en ce moment? C'est un ami.
Non, le capitaine, c'est Rod. Ah, le capitaine, c'est Rod. Il s'appelle Rod. Ok, tu vois, je suis au courant de tout, moi. Et tu me dis, c'est pas vrai. Ça fait quelques années, tu fais de la voile. Tu as commencé pas en Angleterre, mais raconte-nous comment tu es venu à la voile. Mes parents étaient... Tes parents les bateaux, étaient marins et avaient un bateau. Toute ma famille fait de la voile. Fait de la voile. Mais pour l'heure, il y a à côté de toi quelqu'un qui a un parcours aussi similaire et qui était plutôt un dilettant. Ah ouais, moi je suis un amateur pur. Hein. J'ai eu un parcours voileux d'abord. Après, je me suis beaucoup investi dans la plongée, la recherche des épaves, donc toujours en mer. Et puis il y a quelques années, il y a Franck-Yves qui est passé tout à l'heure. Qui était tout à l'heure sur le plateau. Comme à l'époque, il n'avait pas beaucoup de moyens et il fallait caréner son bateau en plongée. J'étais souvent sollicité et en échange, il m'a amené sur le trimaran. Et puis petit à petit, le virus m'a regagné sur la compétition. Et c'est pas toi qui as fait toutes les belles dents de Franck-Yves quand même. Pardon? C'est pas toi qui as refait toutes les dents de Franck-Yves? Non. Non? Il a de très bonnes dents. Il se débrouille tout seul. Mais t'as pas peur parce que t'as quand même réussi tes qualifs. Ce qui n'est pas mal pour un amateur parce que les qualifs, le 1000 reste quelque chose de très dur aussi, Loïc. J'ai pas compris. Les qualifications. Oui. C'est quand même très dur aussi. Non, ça a été. J'ai cassé la baume, mais je suis revenu. Ouais, mais tu as été qualifié. Ouais, non. Je me suis bêtement pris au jeu avec 2 camarades qui sont partis en même temps que moi de Saint-Malo, alors qu'à la qualification, on aurait dû être peut-être un peu plus prudent. Puis comme j'avais réussi à les rattraper, mais bon, j'ai fait une petite bêtise. Et tout est fait prêt pour le départ? Ouais, mais de toute façon, je suis optimiste, moi, alors ça ira. Et là, c'est vraiment le chaudron. Loïc, on a une jeune qui espère quand même se faire remarquer. Et un monsieur qui court pour l'humanitaire, mais qui reste complètement zen. Et on a l'impression que la course reste quelque chose de très, très facile, alors que c'est quand même quelque chose de forcément dangereux. Ça dépend. Ça dépend vraiment sur quel navire on se place. C'est pas pour minimiser ce qu'ils vont faire du tout, mais il y a quand même 2 niveaux de risque. Il y a le multicoque en solitaire et le reste du monde, vraiment. Ce sont 2 mondes très différents. Traverser l'Atlantique aujourd'hui, c'est, je ne vais pas dire que c'est anodin, mais enfin, il y en a beaucoup qui traversent tous les ans. Traverser l'Atlantique en solitaire, c'est déjà un peu plus réservé, mais il y a de plus en plus de monde qui sont capables de le faire, et du matériel à la hauteur. Traverser l'Atlantique en solitaire, en course, là c'est autre chose, parce qu'il faut attaquer un petit peu, il faut avoir un peu de rythme différent, ils viennent de l'expliquer. Dès qu'on se prend un peu au jeu, eh ben, on s'aperçoit qu'il y a une gestion du matériel qui est un peu différente. Mais le faire en multicoque et en course, c'est ce qui est de pire. Donc en dessous de ça, traverser l'Atlantique demain matin en monocoque, il faut s'y préparer quand c'est la première fois, c'est vrai. Il y a plein de niveaux aussi d'appréciation d'une route du Rhum ou d'une transat. Pour certains, c'est la transat d'une vie. Pour d'autres, c'est toute une vie dédiée aux transats. Donc on n'a pas le même regard. Je ne veux pas dire que c'est anodin du tout. Hein. Ça reste un événement vachement important, mais c'est plus un événement personnel. Moi, ce qui m'intéresse dans ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est de savoir son projet d'après. Quand elle parlait de sculpture, je ne sais pas si tu as entendu. Oui, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quand même assez marrant de penser au projet d'après quand on n'a pas déjà commencé celui-là. Mais ça, c'est très très symptomatique d'une bonne manière de penser. Moi, je me souviens que... c'est une façon de ne pas se mettre la pression non plus, exactement. Aurélia. Et c'est de se dire, de penser... You are thinking. Passe le micro. I know that you will have this challenge. You don't do it, but before you're thinking about the next. Ce n'est pas un nouveau concept. J'ai fait le All-Star, le 37 l'année dernière. Et pendant le All-Star, je voulais écrire sur le mur de l'intérieur de le bateau l'expérience que tu as vécue. Passée. Ok. Alors cette fois, je ferai. Et parce que tell me that in English. Vous pouvez lire ce journal sur l'intérieur. Du bateau. Après, nous couper ce bateau comme une sculpture. Can you take me with you just to read all the things you will write on your boat?
Non. C'est une course toute seule. C'est une Pas course pour toi. solitaire. Mais comment une femme règle son déplacement quand elle est toute seule comme ça? Comment se construit la vie à bord? Comme les hommes, pareil ou... It's like... What's there on the boat? Like a man or not? Yes, sure. C'est le Comme même. tout le monde. C'est le même. Comme tout le monde. Est-ce qu'il y a de la musique à bord de ton bateau? Non. Non. J'ai la musique d'Ocean. Des chaînes. Ça suffit. Et toi, Denis? Bon, j'ai mes petits camarades qui m'ont fait un petit panel de CD. Et oui, si, il y a la musique. Ouais. Donc toi, t'emmènes la musique avec toi? Il y a ce qu'il faut. Et t'as emmené aussi du saucisson, Oui. du pinard? Non, pas d'alcool. Ouais, mais toi, t'es médecin, et pour revenir à ça, est-ce que les marins se dopent? Au Nutella, oui, au pinard, mais non. Non, pour une raison toute simple. C'est qu'on ne sait pas quand fournir un effort. Si je parle d'un doping de physique seulement. Il y a un domaine dans lequel on s'aperçoit qu'il y a peut-être un peu d'excès autorisé, c'est dans le domaine de la Coupe de l'Amérique. On s'aperçoit qu'il y a quand même, les mecs ont intérêt à avoir une masse musculaire importante, et certaines législations étrangères autorisent des produits dopants, en tout cas physiques. Dans le domaine de la Coupe. Là, regarde le gabarit moyen d'un solitaire sur un bateau, quelle que soit la taille du bateau. Regardez Hélène MacArthur, regarde-moi. On est épais comme des madriers de cajasserin. Donc déjà, dans ce domaine-là, tout va bien. Pourquoi? Parce que l'un des rares domaines dans lequel on n'a pas fait progresser en termes de doping, c'est le cerveau. S'il y avait éventuellement des substances illicites pour faire progresser l'intelligence humaine, ce serait une très bonne nouvelle et tout le monde en prendrait. Mais on s'aperçoit que sur un bateau à voile, c'est d'abord la tête qui travaille, les muscles éventuellement après. Ils sont de toute façon, je parle des multicoques et même des monocoques, de toute façon ingérables en solitaire, par principe. Donc le seul moyen que tu sois Schwarzenegger ou Sim, de toute façon, c'est la tête qui va faire le boulot. Après, il y a une deuxième preuve d'éventuel non-dopage, c'est l'âge moyen de tous ces skippers. En général, quand tu vois dans tous les sports dans lesquels le dopage est important, dans le vélo, dans le foot, tout le monde arrête rapidement à un certain âge très avancé. On prendra très jeune. Mike il y en a Hirsch, partout. par exemple. Il y a de tout. Il y a de tout dans... Et puis il y a aussi une autre chose, c'est que la pression n'est pas la même. C'est qu'on n'a pas l'appât du gain n'est pas la motivation du marin. Il y a, même si on a des comptes à rendre, c'est normal. 50 000 euros pour le premier, franchement. Vaut mieux faire dernier de Roland Garros le premier jour. Tu vois, C'est il clair. y a moins de risques potentiellement. Donc tout ça mis bout à bout fait qu'il n'y a aucune raison et aucune légitimité à avoir du dopage. Il y a une autre course qui pourrait être tentante, c'est la course en solitaire du Figaro. Où là, pour le sommeil, il serait intéressant de travailler sur les molécules de l'armée américaine qui nous invente Et toutes c'est les assez conneries dans le monde. court, c'est une course à étapes. Mais fort heureusement, il y a des contrôles anti-doping constamment, tout le temps, à l'arrivée comme au départ, et ça se fait de manière inopinée. Et Est-ce tout qu'il y se a passe un bien. contrôle antidopage au départ du Rhum? Normalement, oui. Normalement, Mais oui. pas pour tout le monde, ça se fait de manière hasardeuse. C'est assez marrant parce que chacun a son prénom sur son t-shirt. Hein? Ah non, eux, ils sont dopés à la joie de vivre. Les caporniers de la Rance sont sur le plateau du blabla. Et ça va être quelque chose de bien. On vous écoute. Bien naviguer, il faut un bon bateau, avec un équipage qui soit parfaitement chaud. Des gars qui n'ont pas peur et qui serrent les dents, parce que la mer est dure et que souffle le vent. Dans le mât de brigade, au port de Saint-Malo, on fait le plan de course suivant la météo, suivant les courants et suivant la marée, et on envoie la trace suivant le temps qu'il fait. Ce soir, il n'y aura pas de vainqueur de vaincu. On boira du champagne, de la bière, du Guinru. Et l'on fera la fête, un peu comme autrefois, lorsque s'en revenait un corsaire du roi. Arrêtonnez, pas de la cité, des
skipper fondu prêt, toute voile bordée. L'équipier d'avant est trempé jusqu'aux os. Quand une bonne brise fait lever le clapot. On passe le Tibet, la roche aux Anglais, la tourelle de la Plate et le fort de Conché. Faut tirer à bord car les courants de flot vers les îles de Chausey, les pales des bateaux. Ce soir y aura pas de vainqueur de vaincu. On boira du champagne, de la bière, du Guinru, et on fera la fête un peu comme autrefois, lorsque s'en revenait un corsaire du roi. Paré à virer, paré à envoyer, on l'a sous le spire, on se met à surfer, sur le dos des vagues, entre le ciel et l'eau, on se prend pour des cow-boys un jour de rodéo. Sur le dernier bord, avec le grand génois, on est tous en rappel pour faire le contrepoids. Si on passe au loft, le bateau qui est devant, on fait un bras d'honneur à ceux qui sont dedans. Ce soir, il n'y aura pas de vainqueur de vaincu. On boira du champagne, de la bière, du Guinru, et on fera la fête un peu comme autrefois, lorsque s'en revenait un corsaire du roi. Et c'est l'arrivée et le coup de canon, sous allure réduite, on s'en va au ponton. On perd les voiles et on manque d'esquiver, car semaine prochaine tout va recommencer. Le comité de course a donné le classement, tout le monde applaudit, tout le monde est content, à part les maniaques du pavillon B, qui réclament toujours mais ne gagnent jamais. Ce soir y aura pas de vainqueur de vaincu, on boira du champagne, de la bière, du Guinru, et on fera la fête un peu comme autrefois, lorsque s'en revenait un corsaire du roi. Ce soir y aura pas de vainqueur de vaincu, on boira du champagne, de la bière, du Guinru, et on fera la fête un peu comme autrefois, lorsque s'en revenait un corsaire du roi. Les Caporniers de la Rance. Nous sommes à Saint-Malo et c'est le chant marin qui prime. J'aime bien l'idée qu'il n'y a pas de vainqueur par de vaincu, que des skippers sur la même ligne de départ. Raconte-moi, Cécile. Là, on ne vous demande pas vos prénoms parce que c'est écrit. C'est plus facile, hein. Hein? C'est sympa, non? Nos t-shirts, ils sont sympas. N'est-ce pas, Wilson? La rencontre, comment vous travaillez? Comment ça se passe? Nous, on est amateurs, bien sûr. On est une bande de copains et copines. Oui. Et puis, c'est parti comme ça. On se retrouve pour faire la fête. Et puis, c'est ça, nous, notre but, c'est de s'amuser, donc en chantant. Voilà. Et de faire partager, bien sûr, notre plaisir. C'est très convivial. Alors, on essaye de faire passer cette convivialité donc, au public. Vous reprenez des chants mythiques de Marine ou vous composez encore? J'entends pas. Vous reprenez des chansons existantes ou vous composez? Les deux. On a compositeur d'ailleurs dans le groupe, on en a deux. L'accordéoniste et le guitariste, donc sont auteurs-compositeurs de certains chants qu'on interprète. Prochain spectacle, vous produisez où prochainement? Demain soir au Casino à Saint-Malo. Le Casino à Saint-Malo, parce que vous tournez beaucoup, hein? Ah, ouais. Et vous ouvrez la bouteille de rouge aussi sur le plateau ou pas? Interdit. Hein? Moi, je trouve ça super parce que on n'a pas besoin de lancer le prénom. Quand la personne répond, on voit le prénom qui se fait matelot. Jean-Pierre, est-ce qu'il y en a qui font pas de bateau dans la formation? Tous. Vous n'êtes pas des marins? On en a, s'il y en a un. Bien qu'on a un authentique Terre-Neuve. Jean-Noël. En personne de Marcel. Marcel est le seul qui a un bateau. Non. Un authentique Terre-Neuve. Non, mais j'ai navigué. Il navigue. Mais merci d'être venu sur le plateau. C'est un ancien Terre-Neuve. Un vrai. Un vrai Terre-Neuve, c'est ce que je disais, un vrai Terre-Neuve. Ben, merci d'être venu sur le plateau du Blabla. Merci. Les Caporniers de la Rance. À suivre tout de suite Siméon, qui va nous présenter un petit extrait de son 8e album. Mais en attendant, mon ami Bruno Rebel. Bonsoir Wilson. Tu vas bien?
Oui, et toi? Ouais, ça va. Raconte-moi, en 2002, tu courais seul dans une catégorie que de toute façon tu ne pouvais que remporter puisque tu étais seul. Tu as mis 27 jours. Ouais, un truc comme ça, ouais. Un truc comme ça. Mais tu n'avais plus envie de te battre contre toi-même, au fait. Ouais, enfin, c'est pas tout à fait ça quand même. Pour gagner dans la catégorie, il faut quand même d'abord arriver, dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, la ligne d'arrivée là-bas, si tu n'arrives pas dans les temps, tu es déclassé. Et comme Hélène MacArthur avait mis la barre un peu haute, il fallait arriver dans les temps, donc il a quand même fallu se battre pour arriver sur la ligne d'arrivée. Moi, je suis arrivé 10 heures avant la fermeture de la ligne. 10 heures avant la fermeture. Mais quand tu apprends déjà, tu es à bord de ton bateau, tu apprends qu'il y a déjà un vainqueur, est-ce que tu as encore envie d'aller à fond? Ouais, tu as envie d'aller à fond parce que c'est ton boulot quand même. Mais c'est vrai que tu prends un grand coup derrière la tête. Quand MacArthur est arrivé, moi j'étais aux Açores. Et c'est vrai que quand je voyais la distance qui me restait, je disais putain, c'est pas possible d'avoir un bateau pareil quoi, par rapport à elle quoi. Et quand on réalise ta performance, parce que pour moi ça reste quand même une performance, prendre déjà le départ. Ouais, ça c'est gentil. Et cette année, tu cours à bord du même bateau? Bah ouais, parce que moi je suis devenu amoureux de ce bateau et je navigue avec depuis 5 ans maintenant. Le nombre de milles que j'ai fait avec, ça représente en gros 2 tours du monde. C'est vrai que maintenant je le connais par cœur. C'est un superbe bateau, c'est mon bébé. Et c'est mon vieux pote aussi, quoi. Donc voilà, quoi. Donc c'est une histoire d'amitié qui s'est installée. À la nouveauté de cette année, c'est que dans cette catégorie-là, tu as d'autres concurrents. Bah ouais. C'est-à-dire que la dernière fois, effectivement, aujourd'hui, j'ai l'honneur, entre guillemets, d'être le vainqueur de la classe 1 de la dernière Route du Rhum. Aujourd'hui, il y aura 4 bateaux on sera 4 dans cette classe. C'est des bateaux récents. Donc, je vais me battre parce que j'ai un titre à défendre. Donc, j'irai au bout pour essayer de le garder, quoi. Ouais, mais c'est assez marrant parce que tu dis que tu as un titre à défendre. Et là, tu as été jeter un petit coup d'œil sur les autres bateaux à côté? Ouais, mais ça me met un peu les boules. Alors, je préfère rester dans mon bateau, me concentrer, essayer de l'optimiser encore un peu si c'est possible. Mais ça va être une superbe bagarre. Ça va être une superbe bagarre. Ta préparation, comment s'y est opérée? La préparation, elle est simple. Hein. J'ai navigué pas mal cet été, puisque je suis aussi organisateur d'une autre course. La Dinartica, pour ne pas la pour citer. Pas la citer. Et c'est vrai que cette année, j'ai pas mal navigué. Et puis, pas trop en solitaire. J'ai juste fait la qualif. Mais le bateau et moi, on se connaît tellement que ça, c'est pas très grave. Ouais, ça reste quelque chose de très sympathique. Mais quand on a un vieux loup de la mer comme toi, Attends, non, je t'arrête tout de suite. Je t'arrête tout de suite parce que il y a 4 ans, tu m'avais invité à ce même genre d'émission. Et on avait parlé un peu, tous les deux. Et pour moi, c'était la première fois que je traversais l'Atlantique sur un bateau. C'était la première fois que je faisais du bateau en solitaire. Donc, je ne suis pas du tout un vieux loup de mer. Moi, je suis un titi parisien. Hein, j'arrive de la banlieue parisienne. Et... J'aime bien, la salle se marre quand tu dis ça. Bah ouais, parce que moi, il y a en gros 10 ans que je fais du bateau. Et moi, la Route du Rhum, je l'ai vécue dans les livres. Ouais, mais là, tu voulais la faire quand même, cette Route du Rhum. Oui, alors c'est vrai que pour répondre à ta question, il y a 4 ans, quand on s'est vu, moi, je partais dans l'aventure. Pour moi, c'était un défi. Bon, j'avais un bateau, j'étais ravi de le faire. Je l'ai fait. J'ai eu peur. J'ai fait ce que j'ai pu. Je me suis battu. J'ai eu pas mal de frayeurs. En plus, il y a 4 ans, c'était la galère pour tout le monde. Moi, je m'en suis pas mais là, ton bateau qui restait quand même relativement lourd, là, tu as apporté d'autres aménagements quand même dessus. Ouais, on n'a pas changé le poids du bateau. Par contre, on a mis beaucoup plus de toile.
Ce qui fait que maintenant il est un La peu plus performance ardent. sera Donc, un petit peu meilleure. J'espère qu'il ira Reste plus vite, avec ouais. nous. L'émission tire forcément à sa fin. 8e album, comme je le dis. Ça, c'est Siméon qui annonce son entrée. S'il se levait et se mettait à son micro, ça serait nettement... Ça serait vachement bien. C'est du live, hein, je vais dire. 8e album. Un petit voyage du côté des pays de l'Est. Retour. Entre-temps, un album préparé, mais qui ne sort pas, pour la simple et unique raison que ça a été fait en Angleterre avec un producteur indépendant et des aléas de la production. Et comment tu as travaillé ce 8e album tout en pensant qu'il y a un 7e qui n'est pas dans les bacs? En fait, non, c'est vrai, c'est une question auquel je ne m'attendais pas. sans trop de difficulté, en fait. J'ai écrit cet album, j'habitais dans la campagne, dans un atelier de peintre. Il y avait des peintres tout à l'heure, je trouvais que c'était vraiment intéressant ce qu'ils disaient. Et d'ailleurs, je leur fais un petit coucou. Et j'étais dans l'atelier d'un peintre l'été dernier, et donc j'écris les chansons à ce moment-là. C'était un peu balle neuve, en fait. L'hiver précédent, j'avais travaillé pas mal sur le cinéma. Et donc j'avais un peu posé la guitare pendant 6 mois, ce qui fait qu'en fait, en reprenant l'instrument, c'est vraiment revenu naturellement. Et en fait, avec beaucoup d'envie, de plaisir. Voilà. On aura une chance un jour d'écouter ce 7e album? Ça, je ne sais pas trop, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est les aléas de la production et je ne suis pas donc propriétaire des bandes. Donc pour l'instant, l'album appartient à son producteur. Siméon est sur le plateau du Blabla. Ça va souffler un peu. Hein. Face au port, face à la mer, est-ce à tort d'y voir clair que les jours coulent? Face au soleil qui se couche et se lève, est-ce sage d'être à terre? Il est dans la houle. Face à face, loin des incertitudes, image bénigne d'aucune solitude, égayée des secrets rayons d'un ciel clair. Shangun arrive. J'ai dit Shangun arrive. Il est de rien, il est d'ailleurs, le paradis à la saveur des champs marins. Il est d'ici, de nulle part, le paradis est quelque part chez les voleurs, chez les voleurs. Face au sang dans les artères, épanche le vent quand il sera pris sous la terre ou attiré de par les airs. Son corps s'efface du feu de la tornade qui passe. Il prend la beauté des palaces d'eau vive où la une se brise, vertigineuse
lumineux espaces où il ne se passe rien. L'eau sous la glace, ils sont de l'eau sous la glace. Lisse, c'est de face, et saisit sa chance. Il est de rien, il est d'ailleurs, le paradis à la saveur des champs marins. Il est d'ici, de nulle part, le paradis est quelque part chez les voleurs, chez les voleurs. Il est de rien, il est d'ailleurs, le paradis à la saveur des champs marins. Il est d'ici, de nulle part, le paradis est quelque part chez les voleurs, chez les voleurs. Alors saisis ta chance. Saisis ta chance. Saisis, saisis, saisis ta chance. Saisis, 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 saisis. Saisis ta chance. Si, mais on le noir. Je peux pas dire saisis ta chance, mais quand même. Wilson. Elles ont des arguments. Présente-les-moi. Alors, on va commencer par, bien sûr, Antinéa, qui est là-bas. Et Antinéa, il y a quelque chose de très particulier. Vous pouvez l'applaudir, Antinéa, s'il vous plaît. Parce que Antinéa, elle a un prénom que beaucoup ne connaissent pas. Et Antinéa, c'est le nom de la déesse de l'Atlantide. Et donc, je pense qu'il est un prénom qui parlera aux nombreux marins qui sont ici ce soir. Ça fait raccord. Hein. Ensuite, juste à côté d'Antinéa, on a une Malouine, enfin une Dinanaise, Oui, oh. une régionale de l'étape, on va dire, en la personne de Stéphanie Boucher. Bonsoir. Stéphanie qui officie aussi dans une autre formation, funk, jazz. Et ça fait des années et je suis toujours aussi ému de te voir à chaque fois. Merci, Wilson. Brasilo-funk. Et pour finir, une autre chanteuse merveilleuse. Elle m'a dit tout à l'heure, écoute Simon, j'ai des trucs à dire à la télé. J'ai envie de parler. Alors, je vais d'abord la présenter. Elle s'appelle Maude. On peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Alors, comme l'occasion t'est donnée, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Moi, justement, je voulais rien dire. Et je lui ai dit surtout, je veux pas parler. Siméon est dans la place, mais reste-y, puisqu'on va écouter un second titre, mais pour l'heure, place à la bande dessinée. Dans quelques jours, aura lieu à Saint-Malo le festival de la bande dessinée, Quai des Bulles. Et à ce festival, on remarquera surtout la sortie de cet album que vous avez à l'antenne, Arthur, dont l'un des protagonistes est Jérôme, dont on parlait tout à l'heure. Bonsoir. Mais vous l'avez écrit à 3. Présente-moi tes autres amis qui ont travaillé avec toi. Donc il y a un scénariste qui s'appelle David Chauvel et un coloriste qui s'appelle Jean-Luc Simon. Siméon. Le pitch de cette BD? Alors en fait, Arthur, c'est une bande dessinée qui raconte une version primitive des Chevaliers de la Table Ronde.
C'est-à-dire, c'est tiré, enfin, c'est une adaptation des textes qui ont inspiré la version médiévale que tout le monde connaît. Et donc là, c'est des histoires avec les mêmes personnages qu'on retrouve, mais assez différentes par rapport à ce qu'on connaît d'habitude. Oui, mais quand on jette un premier coup d'œil dedans, on sent comme une espèce de scénario complètement installé pour un film qui pourrait éventuellement trouver le jour prochainement. Ben, ça ce serait bien, mais bon, c'est pas au programme. C'est pas le programme. La BD a le vent en poupe, on le sait très bien, mais c'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, la Bretagne s'affirme aussi à travers plusieurs autres maisons d'édition. Tu vis à Cancale. Oui, enfin, Saint-Méloire, à côté. Saint-Méloire des ondes à côté, tu y travailles. Oui. Et comment tu as été approché par Delcourt, les éditions Delcourt? Ah ben en fait, moi j'habite à Arène, et à Arène, il y avait beaucoup de professionnels quand j'habite à Arène, donc très rapidement, je suis allé les voir, et donc ils m'ont présenté à des éditeurs, et donc assez jeune en fait, je connaissais plusieurs éditeurs, et dont les éditions Delcourt. Donc, Est-ce que tu as d'autres productions où tu es le scénariste et l'illustrateur? Non, pour l'instant, j'ai toujours fait sur le scénario de quelqu'un d'autre. J'ai jamais fait de scénario moi-même. Est-ce qu'il t'est arrivé de lui proposer des planches et qu'il te dit ça ne correspond pas du tout à ce qu'il fait? Pour le scénariste? Oui. Ben, en fait, la bande dessinée, c'est vraiment un travail d'équipe et on travaille continuellement en équipe. Donc, chaque planche est envoyée continuellement, suivie, c'est de concert. Voilà. Le suivi est en permanence. C'est pas, il me donne le scénario et je fais tout l'album d'un coup. Chaque planche, on la voit ensemble, donc il n'y a jamais ce genre de problème. Mais comme à l'époque médiévale, il y a des grands moments où les gens vont sur des galères. Mais là, on n'en a pas beaucoup. On a plutôt de la confrontation, de la bagarre. C'est vrai qu'il prend rarement la mer. Ça lui arrive, mais bon, à quelques occasions, en fait. Bah, comme il est au Pays de Galles, alors, de temps en temps, il va en Irlande, de temps en temps, il va en Bretagne, mais il n'a pas trop l'occasion de se promener. Arthur va être décliné en jeu vidéo, parce que là, quand on le lit aussi, on y pense. Ah oui? Ben, c'est pas au programme non plus. Mais c'est pas au programme non plus. Il y aura une suite, puisqu'il y a déjà plusieurs épisodes. Ah ben là, pour le coup, c'est justement le dernier album de la série. En fait, il y a 9 albums en tout, et donc ça, c'est le dernier qui clôt la série. Un préface signé, évidemment, Jacques Le Goff. Oui, ben... Comment tu l'as rencontré? Moi, je ne l'ai pas rencontré. C'est Delcourt qui l'ont contacté pour faire une préface, et il a bien voulu. Donc, il a demandé à voir d'abord les planches ou... Ben, il a eu tous les albums, oui. Il a eu les albums et il nous a fait une préface. Donc et il pourrait éventuellement un jour collaborer sur une aventure de... Oh là, ça m'étonnerait, je crois qu'il a autre chose à faire. Mais moi, après, je vais plus faire donc, ce genre de choses, vu que la série est terminée. Donc maintenant, moi, je fais autre chose. Si on devait mettre une musique sur cette aventure, sur cette histoire, qui est-ce que tu verrais composer une musique qui irait avec cet album? Ben, quelque chose de celtisant, j'imagine, oui. À l'image de qui? Ah là, par contre, au niveau... T'as jamais pensé à ça? Non. Non, parce que moi, au niveau musique, j'écoute pas trop ça, donc j'ai pas trop de références. Tu sais que maintenant, aux États-Unis, la BD, maintenant, tu as une BD qui sort, à la musique, une pochette de CD à l'intérieur. Non, je l'apprends aujourd'hui. Ouais. Non, je savais pas. Mais ce genre de problème, c'est pas vraiment moi que ça concerne, en fait. Quand on est à près de 400 km de Paris, qu'est-ce qu'on écoute en travaillant ces planches? Moi, j'écoute beaucoup la radio, en fait. J'écoute beaucoup les gens parler. Et de temps en temps, j'écoute du métal et puis ou de la musique classique. Enfin, c'est assez variable, en fait. Tu seras à Quai des Bulles. Oui. Sur le stand de Delcourt. Quel regard tu portes sur tous les marins qui ont défilé un peu ce soir? Ben... je ferai pas ce qu'ils font, voilà. J'aimerais bien faire un tour en mer, mais tout seul comme ça, traverser l'Atlantique, non, très peu pour moi. Bruno, qu'est-ce que tu écoutes comme musique en ce moment et qu'est-ce que tu vas écouter à bord de ton bateau? Parce que toi, tu as de la musique. Hein. Ouais, c'est marrant, j'étais persuadé que tu allais me poser cette question. Parce que contrairement à tous mes petits copains qui sont passés là tout à l'heure, qui eux sont super concentrés sur leur truc, moi je suis vachement rock'n'roll. Et je me souviens, il y a 4 ans, Siméon était là et j'avais son album. Et t'es parti en mer avec. Ouais. Et c'était un beau cadeau parce qu'en fait, en mer, ça s'écoute vachement bien, quoi.
Arthur, c'est aux éditions Delcourt. On a aujourd'hui une partie de ce trio qui signe évidemment cet album, qui est déjà qui rentre dans les bacs dans quelques jours. Hein. Le 2 novembre. Au fait, je le garde celui-là. Hein. Elle m'a dit de le garder. Hein. Hein, tu vas nous le dédicacer. Je remets sur le plateau du blabla un dernier titre avec Siméon. Et t'as gommé l'autre partie de ton nom. Hein. Bah oui, je trouve que autant aller à l'essentiel, quoi, finalement. Ok. Siméon sur la scène du blabla pour un second titre. Vous êtes tous là maintenant venus ce soir, tout simplement ici pour être ensemble. Les filles sont plus belles que l'espoir, et puis les gars n'ont pas les mains qui tremblent. Des quatre coins au loin, les quatre vents, on trinque sur le quai, il fait bon. Ça chante et ça braille par tout temps. Christophe rigole et Cécile dit pas non. Et moi je vais à Saint-Malo, oui là j'y vais comme un seul. Moi je vais à Saint-Malo. Et le temps passe, et le temps passe. Gaëtan dans son bar de la plage nous prépare un sacré boucan. Quant à Vincent et ses histoires volages, Dominique les écoute religieusement. La dernière, bien sûr, eh bien, c'est pas Séverine. C'est vrai, faut dire qu'elle a du corps. Sa poitrine a redonné bonne mine à tous les affreux qui peuplent Solidar. Et moi je vais à Saint-Malo. Là j'y vais comme un seul. Oui, moi je vais à Saint-Malo. Et le temps passe, et le temps passe. Allez, 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 va. Sopa, somalie, somame, bam 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 bam. Il y a les égarés du yacht club qui chaloupent sur les pontons flottants en cherchant la direction du pub, les poches vides en sortant de chez Fanfan. L'autre Christophe rentre un peu d'équerre, les manchots l'ont bien écouté. L'Antarctique est sous LCR, Pendwick 6 peut appareiller. Et moi je vais à Saint-Malo, oui là j'y vais comme un seul. Oui, moi je vais à Saint-Malo. Et le temps passe, et le temps passe à Saint-Malo. Oh, 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 à Saint-Malo. Oh, oh, à Saint-Malo. Oh, oh, à Saint-Malo. Le grand Steph nous met la musique à fond. Dans son bar, les péchouons de la Gouaille. C'est peut-être que là-bas, au bas Sablon, les crétins peuvent finir à la baille. Sur le sillon, c'est la Java, les touristes feraient la holla si le fort national, en le fond, faisait sauter tous ces canons. Alors on va à Saint-Malo, oui on y va comme un seul. Les gens partiraient en bateau si le vent passe, si le vent passe à Saint-Malo. Oh, 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 à Saint-Malo. Oh, oh, à Saint-Malo, à Saint-Malo. Oh, oh, à Saint-Malo. À Saint-Malo. Siméon et ses choristes. Merci beaucoup. Exclusivement pour le nouvel album Rentre dans les bacs quand? Faut que je dise un truc. Ouais, tu poses ta guitare. Le 8e album Rentre dans les bacs quand?
Alors justement, normalement, si tout va bien, fin du printemps prochain. Attends, viens avec moi, on va finir au bar. Viens, Rival. On va droit au bar. C'est l'esprit de cette émission. Jérôme, je t'en prie. On va y aller parce qu'il faudrait... On y est, hein, forcément, Marco. Là, nous sommes au Kini. Et c'est forcément sympathique. Non, pas encore. Ça s'est bien passé? Super, c'était formidable. Ça y est, on est parti là. Parti, ça se passe bien. Jérôme, là maintenant, t'es plus près et puis je te vois. Hein? Pardon? Là, t'es plus près et je peux te parler face à face. Mais merci d'être venu dans cette émission. Ah, c'est un plaisir. C'est moi. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. C'est une grande première expérience pour toi, je crois. Ouais. Tiens, il y a mon ami au bar. Viens. Belle émission, non? Ça s'est bien passé. Ah, superbe. Et puis, il y a le plateau. Le plus beau plateau que tu nous as amené jusqu'à présent. Merci. C'était déjà beau avant, mais alors là, il était formidable. Il se rattrape. Ben merci, c'était le Blabla Wilson, l'émission, forcément, qui vous en donne foi pour le temps voulu consacrer. N'hésitez pas, on se retrouve avec qui la prochaine fois sur cette même antenne? Un grand réalisateur, Jean-Jacques Benex. Il sera sur ce plateau prochainement à mes côtés et ça se passera au réservoir. Pour l'heure, éteignez la télé. À bientôt. Blah blah blah.